Allez, plongeons-nous directement dans cette exploration. Aujourd'hui, on va décortiquer l'héritage monumental d'une figure historique absolument fascinante, Ibn al-Haythim, que l'on connaît souvent sous le nom d'Al-Hazen en Occident. C'est littéralement un géant de l'histoire des sciences, un véritable maître des mathématiques et de la physique, et surtout, l'homme qui a jeté un pont indispensable entre l'ancienne philosophie antique et la science moderne telle qu'on la connaît. Mais il y a une question complètement folle qui se pose d'emblée. Comment est-ce qu'un homme coincé en assignation à résidence au XIe siècle a bien pu poser les véritables fondations de la physique moderne ? C'est quand même incroyable de se dire que notre méthode scientifique actuelle et une énorme partie de ce que l'on sait sur la lumière a pris racine dans une situation de pure captivité politique. C'est une vraie leçon de résilience intellectuelle. Pour bien comprendre tout ça, voici le programme. On va d'abord s'attaquer à l'homme et à sa légende, avant de plonger dans cette époque complètement paradoxale. Ensuite, on verra pourquoi c'était un maître mathématicien, comment il a mené la révolution de l'optique, et pour finir, on découvrira comment il a purement et simplement été le pionnier de la méthode scientifique. Commençons donc par la première étape. L'homme et la légende, ou plutôt la réalité face à la fiction dans le Caire du XIe siècle, faisons un peu le tri dans ce parfum de faits divers historiques qui entoure sa vie en Égypte. Le contraste entre le mythe et la réalité est juste frappant. D'un côté, on a cette légende presque hollywoodienne, le savant convoqué au Caire par le puissant calife pour réguler les crues du Nil avec un barrage colossal. Réalisant que c'est technologiquement impossible pour l'époque, il aurait carrément simulé la folie pour échapper à la colère du souverain. Mais en fait, la vérité historique est beaucoup plus pragmatique. Il a tout simplement survécu à son assignation à résidence en gagnant sa vie d'une manière bien plus studieuse, en copiant méticuleusement d'anciens manuscrits mathématiques grecs. Et le truc incroyable, c'est qu'on a encore aujourd'hui, à Istanbul, une page de manuscrit qui atteste avoir été copiée de sa propre main pendant cette période. Ce qui nous amène à cette fameuse ère de paradoxe, un âge d'or scientifique au beau milieu de bouleversements idéologiques. Pour bien capter le génie de cet homme, il faut absolument comprendre le contexte de ce siècle pour le moins chaotique. C'est vraiment une période fascinante. Le XIe siècle est marqué par des séismes idéologiques colossaux. On voit émerger presque d'un coup 3 califats complètement distincts et en compétition ouverte, à Cordoue, à Mahdia et à Bagdad. On assiste à une fragmentation politique et militaire sévère. Et pourtant, c'est exactement là, dans cette fenêtre temporelle ultra tendue, que la découverte scientifique bat tous les records. La dynamique scientifique ne s'est pas effondrée sous le poids de la politique. Au contraire, elle a atteint son apogée absolu en s'affranchissant du chaos ambiant. Maintenant, passons aux choses sérieuses avec le maître mathématicien. On va voir comment il a réussi à repousser les limites de la géométrie antique en s'appuyant sur des figures légendaires comme Euclide et Apollonius. Son expertise repose en grande partie sur ce qu'on appelle aujourd'hui le fameux problème d'Al-Hazen. L'idée, c'est de trouver un point extrêmement précis sur un miroir sphérique où la lumière va se réfléchir d'une source vers un observateur. Bon, dit comme ça, on dirait un simple petit casse-tête d'optique, non ? Mais le grand défi, c'est que pour le résoudre, il a dû affronter des équations mathématiques sur lesquelles tous les grands savants grecs s'étaient cassés les dents sans succès. En gros, c'est un problème de physique qui l'a forcé à innover de façon spectaculaire en mathématiques. Prenons une image toute simple pour bien visualiser la chose. Imaginons une table de billard, mais complètement circulaire. La question est, à quel endroit précis faut-il taper la boule rouge sur la bande courbe pour qu'elle rebondisse et frappe parfaitement la boule blanche ? Eh bien, mathématiquement parlant, chercher ce point d'impact parfait sur une surface courbe, ça exige de résoudre une équation du 4e degré. C'est d'une complexité folle. Et pour y arriver, il a eu l'idée de génie d'utiliser l'intersection de 2 courbes géométriques, une parabole ou une hyperbole avec un cercle. Et il n'y a qu'à voir les réactions de ses successeurs. Des décennies plus tard, en étudiant ses travaux, des esprits aussi immenses que le légendaire mathématicien Omar Khayyam ont eux-mêmes avoué que la démonstration était d'une difficulté extrême. Quand un génie admet publiquement que le travail d'un autre génie est presque trop complexe à reproduire, on a une bonne idée du niveau ahurissant dont on parle. Toute cette virtuosité mathématique a servi de carburant à son chef-d'œuvre absolu, la révolution de l'optique, synthétisée dans son magistral traité d'optique en 7 chapitres. C'est un bouleversement total. Jusqu'alors, la théorie dominante, héritée des Grecs, c'était de croire que nos yeux émettaient des rayons invisibles pour éclairer le monde, un peu comme si on avait des lampes torches à la place des yeux. Il a complètement déconstruit cette idée. Il a prouvé que c'est tout l'inverse. La lumière voyage en ligne droite depuis l'objet pour venir pénétrer physiquement à l'intérieur de notre œil. Et il ne s'est pas contenté de faire de la géométrie philosophique. Il a mélangé les lois de la physique, les mathématiques et l'anatomie de l'œil pour fonder une discipline radicalement nouvelle. Pour prouver tout ça, il a mené des expériences fascinantes, notamment avec la fameuse caméra obscura ou chambre noire.
En perçant un simple petit trou dans une pièce plongée dans l'obscurité, il a démontré que la lumière traverse cet orifice pour projeter une image inversée du monde extérieur sur le mur du fond. Sans le savoir, il venait de poser les fondations mécaniques de l'appareil photographique, et ce, des siècles avant l'invention de la photo. C'est absolument brillant. L'ampleur de ses contributions donne littéralement le vertige. Il a analysé la vision binoculaire, décortiqué les illusions d'optique et surtout il a remplacé les vagues descriptions par des mesures mathématiques hyper précises. Du coup, son livre de l'optique est devenu l'étalon or, la référence absolue. C'est devenu le texte de base dans les universités européennes pendant près de 600 ans, inspirant toutes les grandes figures jusqu'à Descartes. Mais attention, le plus important dans cette histoire, ce n'est peut-être même pas ce qu'il a découvert. C'est la façon dont il l'a découvert. Abordons notre dernier point, comment il est devenu le pionnier de la méthode scientifique. Et c'est là que l'héritage devient colossal. Il a ni plus ni moins posé sur le papier les étapes de la démarche scientifique moderne. D'abord, une observation minutieuse des conditions physiques. Ensuite, procéder par induction. Puis, l'étape reine, l'expérimentation rigoureuse pour valider les résultats. Et enfin, utiliser l'analogie et soumettre tout ça à une critique implacable. Fini les simples suppositions philosophiques. Avec lui, la quête du savoir bascule vers une vraie science, stricte, testée et éprouvée. Un véritable tournant pour l'humanité. Et pour terminer cette exploration, gardons en tête cette citation qui résonne avec une force inouïe. Il est du devoir de celui qui étudie la science de se faire l'adversaire de tout ce qu'il étudie. Quelle pensée profondément moderne. La véritable compréhension exige de douter, de ne jamais rien prendre pour acquis, d'examiner chaque information sous tous les angles, de questionner le savoir qu'on nous transmet. 1000 ans plus tard, est-ce qu'on ne devrait pas tous s'inspirer de cette remise en question permanente face au flot d'informations qui nous submergent au quotidien ? C'est une question qui mérite réflexion.